Alors, et bonjour. Hem, Hier, je suis passé chez Victor Ferry. C'était super sympa, c'était cool. J'ai bien apprécié l'échange, je trouvais ça assez constructif dans dans l'opposition qui m'a mis et qui me fait réfléchir encore. À mon avis, je dois en réfléchir dessus pendant toute la semaine. Hem, mais je voulais faire un petit retour à chaud, premièrement parce qu'il y a des personnes qui sont passées après, qui ont dit des choses par rapport à mon intervention. J'aimerais juste recadrer un petit peu la chose. Alors c'est de l'impro, hein, je sais pas du tout où je vais, mais je vais faire de tête, je vais voir un peu ce que les 2-3 points dont on a parlé, qui ont été, évoqués après par les autres intervenants, sur mon intervention. Hem, il y a eu, Docteur Deep, c'est le seul que je sais. Après j'ai fait que écouter en podcast, je suivais plus, en vidéo, donc je savais plus les noms, je savais plus, voilà. Donc Docteur Deep, parle de l'entraînement des modèles. Bon, moi j'ai une IA en local, donc je vois de quoi il parle. Hem et c'est là où en fait ça peut avoir un intérêt par rapport au discours que j'ai tenu avec, heu, Victor Ferry, pardon. Hem, Ce qui s'est passé, moi je me mets en local, pourquoi? Parce qu'en fait c'est la sécurité des datas, théoriquement, d'accord? Hem et le point que j'essayais de développer avec Victor Ferry, c'est, hem en fait, une coercition, centralisée comme on est en train de la voir se mettre en place n'est possible qu'avec une corrélation de données. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui a la donnée, d'accord? Par exemple, moi, j'ai un NAS local plus un petit serveur, pour faire tourner une IA. Je fais du 13B max, donc c'est pas des très, très gros modèles pour le moment, mais comme le disait Docteur Deep, dans quelques années, par contre, ça va pouvoir me faire tourner des très bons modèles, donc j'ai investi direct là-dedans parce que je sais que demain, ça sera mon gagne-pain, en perso, voire, aider d'autres entrepreneurs et prendre une commission dessus, donc ça peut être intéressant. Moi j'ai mon Hermès dessus, ça tourne, ça fonctionne, donc je comprends ce que c'est, je vois ce que c'est et je l'utilise, donc j'en vois les possibilités et je vois aussi surtout que, hem, rien ne me dit que, dans le hardware, il y ait pas des backdoors. Ça c'est déjà vu, ça a déjà été fait. Donc rien ne me dit que quand bien même je fasse un software toutes les sécurités possibles, ça veut pas me dire ça veut pas dire que dans le hardware, donc c'est tout, le matériel, d'accord? Ça veut pas dire que dans le matériel, il y ait déjà des, entre guillemets «des softwares préprogrammés», heu, pour laisser des portes dérobées, et aller, la NSA ou d'autres, se servir sur les données. Donc ça veut pas dire que parce que je suis en local, déjà je suis préservé, vis-à-vis de la captation de data qui est faite aujourd'hui. Si vous couplez ça avec un Palantir, si vous, en fait, c'est ça le truc, c'est que étant donné que l'information est transversale et que, elle est transversale intemporelle, ça veut dire que au fil du temps, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les gens auront accès à l'information. Le truc, c'est que quand vous avez une coercition centrale avec une AGI demain, d'accord? Hem Elle aura accès à toutes ces datas. Elle aura accès à tous vos historiques, elle aura accès, par exemple, les gens pensent que supprimer son historique sur le navigateur, c'est quelque chose qui efface l'historique. Mais en fait, Google on garde une trace, derrière, en fait. Donc c'est de la pure utopie. Et quand bien même Google vous dit, vous allez sur le site de Google, pour le supprimer cet historique qu'ils ont en backup, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, revendu ou stocké ou que votre information qui était là, stockée, elle s'est pas retrouvée autre part déjà et donc en fait, internet c'est des copies de copies, de copies, de copies, de copies, donc au bout d'un moment, on ne sait pas combien il y a de copies qui ont été faites, on peut pas le savoir, donc on ne sait pas les traces, on peut pas savoir qui a l'information, quelles sont les datas, quelles sont les personnes qui ont le plus de data. Hem, Ce que je vois aujourd'hui donc dans le secteur antéprimaire, c'est que, le ils ont quand même une coalition des GAFA pour la captation de data sur le public et donc ça veut dire qu'il y a quand même, un oligopole à ce niveau-là sur l'information. Le problème, c'est que l'information, demain avec une AGI qui arrive à piloter certaines choses, vous mettez une AGI et Palantir, heu
Voilà, moi, ma vraie peur, d'accord? Et là, je parle d'une peur, d'accord? Les craintes de, Elon Musk qui nous fait un communisme par le libéralisme, hem, c'est une crainte, d'accord? Elle peut être compensée par le marché, elle peut être compensée par plein de choses. En revanche, une AGI qui a accès à toutes les datas de la planète, suffit qu'elle y ait accès une fois, elle les a mémorisées et c'est fini, en fait, d'accord? Donc, si en plus on commence parce qu'il y a en fait, ça le développement technologique va tellement loin aujourd'hui que, vous pou on va dire que d'ici 50 ans, on pourra stocker des datas, dans de l'ADN, on aura des chimères, on aura enfin, il y a pas que le binaire qui est en évolution, le biologique aussi est en évolution, on ne sait pas vers quoi on va. Hem, Moi, ma peur, c'est plus sur, en gros, une AGI autonome, chargée de, entre guillemets, «réguler la population». J'ai même fait je me suis codé un univers en JSON sur ça, heu, un heroic fantasy, c'était pour le délire, mais je me suis en fait les LLM, par exemple, moi, l'univers en JSON que je me suis codé, il n'est pas encore exploitable. Il est pas encore exploitable. Je peux le faire avec un ordi, mais j'aurai pas le public, donc ça ne sert à rien. Faudrait que j'attende que les liseuses, elles arrivent à 8 gigas de RAM sur la liseuse pour que ça puisse, ou alors qu'on arrive à 6 gigas et que les modèles, soient suffisamment, on va dire miniaturisé et optimisé pour tourner avec, 6 gigas de RAM sur une liseuse. Mais bon, en gros, il me faut 8 gigas de RAM et j'arriverai à faire tourner un petit modèle sur une liseuse avec une création d'histoire singulière pour les gens à travers un univers que j'ai codé en JSON. Donc le truc, il est que, heu, dans cet univers-là, bon, en fait, je reprends Tolkien, hein. Sauf que je l'actualise à ma vision, heu, gaffaïenne, on va dire ça comme ça. Hem, Où en gros Sauron, ce serait une AGI qui régule la population sur Terre à travers les orques, pour éviter qu'on ait une capacité de destruction sur le territoire. Les elfes, en fait, c'est les anciens GAFA qui, avec, la modification génétique, se sont fait les oreilles. En fait, ils ont reproduit Tolkien, c'est des fans de Tolkien tous, donc en fait, on va vers ça dans tous les cas. Ils vont reproduire ce genre de choses. Les Chinois sont en train de créer des chimères, donc la possibilité de revoir des dragons, des choses comme ça, bah, c'est une possibilité aussi. Donc bon, pas qu'ils vont ressusciter des dragons, mais ils peuvent créer des dragons littéralement. Au bout d'un moment, l'ADN, on en fait un peu ce qu'on veut quand on a compris, le codage de l'ADN, donc c'est le truc, donc et je m'aperçois enfin, on peut s'apercevoir d'une chose, c'est que tout ce qui a été, science-fiction, prenez Jules Verne, prenez toutes ces prospections, technologiques, philosophiques, elles se réalisent en fait, hein. Donc moi je veux bien, mais au bout d'un moment tout ça, ça se réalise. Un Orwell peut se réaliser très bien, tous ces trucs d'anticipation, ça se réalise au final. Donc heu, je pense que mes craintes sur la centralisation et la corrélation de centralisation à travers une identité numérique, elles sont fondées. Mes peurs sur l'AGI, qui utilise cette corrélation de centralisation derrière, et si vous voyez les recherches sur OpenClaw qui arrivent à dissimuler ses intentions, réelles, à ses programmateurs, ça ne veut pas dire qu'en fait il n'y aurait pas demain une AGI fonctionnelle qui, induirait des comportements aux gens sans que les gens sans qu'aucun humain en soit conscient, en fait. Pour le bien de la planète, pour le bien de ce que vous voulez, mais la réalité, elle peut se dérouler comme ça aussi et ça, c'est une peur par contre. Ça, c'est une vraie peur de ma part. Ça veut pas dire que parce que j'ai peur, j'utilise pas l'IA. Heu, c'est comme si je vous dis, je suis avec le gourdin à l'ère, néandertal et je vois avec un mec avec une épée, j'ai la possibilité de prendre une épée ou de rester avec le gourdin. Bah, en fait, non, je vais prendre l'épée. Je suis pas débile, en fait. Je vais m'adapter et justement, je prends vite l'épée pour survivre, en fait. Donc quand l'IA arrive, quand bien même j'ai des craintes sur l'humain, mais j'ai des peurs sur la technologie, ça m'empêche pas de l'utiliser, ça m'empêche pas, au contraire, d'être proactif du risque et d'avancer dessus, au contraire. Pour mieux le comprendre, pour mieux appréhender ce risque-là que j'identifie, d'accord? Donc il y a ça. Après, il y a une personne qui est passée aussi pour parler de Standard Oil. Heu, Très, très intéressant sur la manière dont il en a parlé et ça me fait réfléchir à un truc, ça me fait dire que en fait, c'est pas une question de État ou pas État.
C'est une question de dose. La dose fait le poison, hein, c'est un vieux dicton, mais ça fonctionne très bien, d'accord? Heu heu, un État qui administre le marché, ça crée des crises systémiques. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, avec le quantitative easing, avec toutes ces choses-là. Donc ça veut dire qu'un État qui se met à administrer le marché comme le fait la Commission européenne aujourd'hui, c'est générateur de crises systémiques. Heu la Fed aux États-Unis avec le quantitative easing fait les mêmes crises, en fait. Donc en gros, plus il y a d'intervention étatique sur le marché, plus les crises sont systémiques. Mais en contrebalançant, moins il y a d'États à partir d'un seuil minimum, quand on dépasse un seuil minimum, le capitalisme a vocation à créer un monopole et à se centraliser, en fait. C'est la dynamique qu'on voit tous, en fait. C'est humain, en fait. Il faut comprendre la nature de l'humain. Il y a d'ailleurs cette même personne parlait de et Victor Ferry était plutôt contre, j'ai l'impression, sur la seule frontière qui existe, c'est celle de ma propriété privée. Heu, Ça, c'est une stupidité sans nom, en fait, hein. L'homme en est là aujourd'hui parce qu'il y a de la collaboration, en fait. C'est pas par la collaboration, par la coopération que l'humain en est arrivé aujourd'hui, à un niveau de complexité tel, en fait. C'est pas parce que tu vas te replier sur ta civilisation, enfin sur ta personne et sur ta propriété que en fait le monde ira mieux, en fait. Donc il y a pas de à ce niveau-là, et je comprends Victor Ferry qui comprend cette notion du corpus commun qui permet en fait, l'homme, livré à lui-même, sa capacité de survie, elle est extrêmement limitée, en fait. Faut vraiment être, urbain et ne jamais avoir vécu, on va dire dans le risque pour croire ça, en fait. Penser que, bah, parce que j'ai des armes, enfin, qui t'a fait tes armes? Qui a fait ton ciment? Enfin, au bout d'un moment, faut ces gens on va dire, ont la prétention de pouvoir survivre seuls, mais dans un contexte qui leur est apporté par les autres et ils se rendent pas compte de ça, en fait et je trouve ça, complètement fou. Mais donc cette même personne, donc elle met la limite à la propriété privée. Le problème, c'est que, si tout le monde fait ça, la coopération, elle fonctionne plus, en fait. C'est justement le corpus commun, c'est pour ça que je suis royaliste et nationaliste, hem, parce qu'en fait le corpus commun est, comment dire? Est un échelon suffisant pour créer une concurrence internationale saine et c'est simple, mais j'avais écrit un livre, mais je l'ai jamais publié, il s'appelle, «L'Europe des clochers», la guerre des clochers. En fait, c'est sur la constitution de l'Europe, comment elle s'est construite et l'Europe s'est construite par la concurrence. C'est pour ça que je rejoins Victor Ferry sur le principe, de la concurrence. Après, il faut qu'ils comprennent de mon côté que, il est difficile de croire en quelque chose qui n'est pas advenu, d'accord? Se dire que, Musk va être contrebalancé par une concurrence, hem, quand on sait l'exactitude du plan qu'il est en train de mettre en place, c'est-à-dire, hem, une chaîne totale industrielle, heu, de de la mise en orbite de serveurs, de moyens de paiement, enfin tout un écosystème complet qui peut être autonome, d'accord? C'est pas seulement, un acteur qui fait une tâche. C'est pas un Google qui fait un moteur de recherche et qui esquive depuis des années le principe de monopole, parce qu'en fait Google aurait dû tomber depuis longtemps, d'accord? Mais qui esquive le principe de monopole en se référençant comme publicitaire et sur le marché publicitaire, il est pas majoritaire et donc ça passe, d'accord? Donc tu vois, c'est des jeux, il y a des jeux aussi à ce niveau-là qui sont faits. C'est pour ça que Google n'est jamais tombé pour monopole, parce qu'en fait c'est des publicitaires. Heu, donc quand on voit ce côté, tentaculaire qu'essaye d'avoir Musk, heu, il y a de quoi s'inquiéter, je pense. Je pense qu'il y a vraiment sincèrement de quoi s'inquiéter. Hem, je suis en train de réfléchir où j'en étais, juste avant avec Victor Ferry, La Nation, ouais, La Nation. Donc l'Europe, moi j'avais écrit donc l'Europe des clochers. L'Europe des clochers, en fait, c'est le fait que, l'Europe s'est constituée à travers, les monastères, historiquement. L'Europe, on va dire, esthétiquement viable. D'accord? Ce qui veut dire fonctionnel en réalité, parce que quand vous regardez la nature, ce qui est beau est fonctionnel.
d'accord? C'est aussi simple que ça. Et plus un arbre a une architecture, belle, plus, il épanouit, plus il va produire, plus enfin voilà quoi. Donc, et en fait, donc ça s'est fait par la concurrence des monastères, entre guerre de clochers, en fait. C'était le voisin est un adversaire, mais c'est un adversaire économique et donc par la concurrence que l'on se fait, on a une concurrence améliorative et une capacité de survie et de partage et donc là, on revient sur l'antifragilité de Nassim Nicolas Taleb. C'est-à-dire que, si le village d'à côté, mise, sur le développement d'une technologie, mais que ça ne marche pas, le village d'à côté avait misé sur une autre technologie et donc bah, cette technologie va prendre le pas et donc ça crée une antifragilité qui est très intéressante et qui je pense est une voie salvatrice. Heu, un État socialiste centralisé comme la France, est un pur système de crise permanente. Il faut le comprendre. C'est, heu, un État centralisé, c'est-à-dire, maintenant en plus avec l'Europe, donc c'est ultra centralisé, ça veut dire qu'une décision est appliquée partout. On le voit très bien par exemple avec, l'interdiction des véhicules thermiques, en 2030, qui est en train de en réalité couler, toutes nos boîtes, européennes, dans l'industrie automobile. Par un choix politique qui n'est pas fait par des industriels qui connaissent le marché, donc qui en fait, on n'a pas laissé le temps aux industriels de tester le marché, de prospecter le marché pour voir s'il y a un retour ou pas. On a forcé par la politique, les industriels à prendre une industrie qui n'est pas forcément, viable sur le long terme. Eux, ils s'en seraient aperçus. D'ailleurs, ils étaient plus sur une stratégie, en réalité de comment dire? D'augmenter l'efficacité des petits moteurs afin de en gros, alléger les véhicules pour, alléger les chevaux pour, diminuer la consommation de carburant et avoir un truc un peu plus efficient. Je crois qu'ils étaient arrivés, je crois que c'est PSA qui était arrivé à un moteur qui consomme du 2 litres, 2 litres au 100. Donc, c'était l'équivalent d'une 2 chevaux, bien réglée en fait, de notre époque. Et ce qui était en réalité la solution, un véhicule léger, qui consomme moins de carburant, ce qui permet de répartir cette masse énergétique sur une autre production qui peut être plus intéressante et plus rentable. Heu, donc quand vous avez un État centralisé donc qui donne une décision, pour toute l'Union européenne, bah, si la décision est mauvaise, l'arrêt du nucléaire, heu, les voitures thermiques arrêtées en 2030, ah bah, en fait ça s'applique sur tout le monde. Quand vous avez un État décentralisé, hem il y a une résilience qui va s'installer. Il y a une résilience, donc en fait, ce n'est pas l'État le problème, c'est la place de l'État dans le système le problème, d'accord? Je parlais de la monarchie dans mon intervention, hem, l'État était, armée, police, justice, elle était à moitié décentralisée et à moitié, nationale. En fait, quand la locale n'arrivait pas à répondre aux besoins de la population, ça montait d'échelon au niveau national. D'ailleurs, le fait que, la République française, avait, à la base, département, nation, c'était une bonne chose. Aujourd'hui, on a commune, département, région, nation, Europe. En fait, ça fait tellement d'intermédiaires qu'en économie d'échelle, on se fait baiser, à chaque fois. Et donc, il n'y a plus personne qui a accès à à un service de qualité de la part de l'État, de par ces multiplications, d'échelons. Je suis désolé si vous entendez les oiseaux, mais c'est le matin et ils sont chauds patates là ce matin. Hem, la dernière vidéo, je les ai entendus après en fait et pourtant j'ai le réducteur de bruit donc désolé. C'est pas mes oiseaux, hein, c'est la nature, hein, d'accord? Je mets pas d'oiseaux en cage. Hem, donc le donc un système, en gros un capitalisme socialisé, ça crée des crises systémiques et un capitalisme naturel, heu, ça crée un monopole et une centralisation, de coercition. Heu et comme je disais à Victor Ferry, moi ma crainte vraiment c'est qu'en fait, je comprends pas comment, des libéraux ne voient pas que, le bout du chemin, hem, même pas pardon, alors je vais corriger, pas des libéraux, des affouristes, d'accord? Donc ceux qui sont pour un capitalisme naturel, ne comprennent pas que la dynamique finale
reste exactement la même, en fait, que le communisme. Il y a une tempérance, il y a un super discours, c'est le discours de Harvard je crois que c'est le plus beau texte que j'ai lu de ma vie, hein, je vous le dis, en termes politiques, hein. Mais, le discours de Harvard de Solzhenitsyn, hem, qui est un enfin, c'est quelqu'un qui a vécu dans le communisme, qui arrive aux États-Unis et qui voit, en gros la politique des bons sentiments, c'est ce qu'il appelle ça comme ça, des occidentaux et qui voit ça comme une faiblesse aussi, d'accord? Mais aussi, il voit toutes les dérives, excusez-moi, moustique, il voit toutes les dérives, du communisme, en fait. Et justement, dans son discours sur Harvard, il essaye de tempérer, de en gros dire, bah, le communisme, faut qu'il s'adoucisse un peu, mais par contre le l'Occident, va falloir qu'il se renforce un petit peu parce qu'il va se faire bouffer et on se fait bouffer aujourd'hui. Donc, il avait pas si tort que ça. Donc voilà, c'était mon petit retour. Hem, Merci à Victor Ferry, c'était super sympa d'intervenir. J'adore le concept, débat. Moi, c'était pas prévu, moi, j'étais dégueulasse, je rentrais du taf, j'avais passé la journée à planter, déplanter et tout, j'avais les mains éclatées complet, c'était noir, bon désolé pour, l'apparence. Hem, mais voilà, sur ce, c'était petit retour de vidéo avec Victor Ferry. Hem, je vais lui faire une petite demande, savoir si je peux utiliser, mon passage pour faire des shorts au passage et et voilà. Une bonne journée à tous et bonne continuation. Ciao.